entraide, basée sur l'autonomie, et cette société, on l'a appelée la seconde commune. Pour construire notre modèle de seconde commune, on s'est beaucoup inspiré du modèle politique communaliste, basé sur, etc., l'autonomie et cette société, on l'a appelée la seconde Juste commune. une seconde. Pour construire, et en complément du modèle communaliste proposé par Bookchin, on s'est aussi beaucoup inspiré du confédéralisme démocratique, qui est notamment défendu par Abdullah Öcalan, notre camarade de Turquie. Donc, ce modèle politique communaliste, il vise à structurer la société à travers des instances de démocratie économique et de démocratie sociale que Julien et Dominique vont vous présenter un peu après. Et ce que je voulais vous dire de ça, c'est que cette société démocratique, comme l'a dit Merlin, rend possible une écologie sociale. Et de même, euh, l'autonomie politique et l'autonomie économique ne sont possibles que à travers une autonomie écologique qui est basée sur une société d'écologie sociale. Sans ça, on n'arrivera pas à se défaire du capitalisme et de l'État. Notre proposition communaliste de la seconde commune sur tout ça se base sur des bases matérielles décroissantes. On peut les présenter à travers trois grandes révolutions qu'on a essayé d'écrire dans notre manifeste. Une révolution des échanges, donc des flux de production, distribution, etc., qui repose notamment sur des outils plus localisés. Alors évidemment, tout n'est pas localisable, hein, il faut être réaliste là-dessus, mais les développements technologiques actuels, notamment sur les outils de petite taille comme les imprimantes 3D, etc., permettent une certaine forme de relocalisation industrielle et une gestion en commun de ces outils à travers des structures, par exemple, on pensera au Fab Lab. Euh, et parallèlement à cette relocalisation de la production, il y a une globalisation des savoirs qui est rendue possible par la mise en commun de communs internationaux, la science ouverte, l'open source, ce genre de choses. Donc, à travers ces deux outils, on a l'occasion de pouvoir relocaliser nos échanges et de constituer une économie qui sera beaucoup mieux décrite par Julien, où on a de la réutilisation, de la réparation, une certaine forme de cyclicité, etc. Réencastrer un petit peu l'économie dans son milieu écologique. Ensuite, il y a une révolution de l'énergie. La proposition qu'on porte, c'est 100% renouvelable. Donc, on se met en opposition aux propositions nucléaires ou énergies fossiles, pour des raisons, si ça vous intéresse, qui sont décrites dans le manifeste. Euh, un point fort des énergies renouvelables, c'est qu'elles permettent réellement une mise en commun locale des moyens de production de l'énergie et une autogestion à travers des communs de l'énergie de cette production d'énergie et évidemment beaucoup moins de pollution que les autres formes d'énergie. Et puis finalement, il y a une révolution de la subsistance qu'il faut opérer à travers des systèmes agroécologiques et paysans. Ça va être le bio, les AMAP, etc. Et qui est, comment dire, coordonné par une sécurité sociale de l'alimentation. Si vous avez des questions, vous verrez voir Dominique, qui travaille beaucoup le sujet. Durable et communaliste. C'est important de le préciser parce que ça nous différencie de certaines formes de sécurité sociale de l'alimentation qui sont en vogue actuellement. Et finalement, après ces bases matérielles décroissantes, on peut instituer autour de ça, dans la seconde commune, des rapports sociaux écologiques, des rapports sociaux que j'ai marqué interespèces. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on considère sérieusement que la nature est partie prenante de nos sociétés, que les non-humains font aussi partie des gens avec qui on fait commune, finalement, eh ben, il va falloir se doter d'un ensemble d'institutions qui nous permettent de cohabiter avec le reste du vivant. On fait en programme dans le texte trois grandes propositions à ce niveau-là. D'abord, une proposition qui est en construction sur le droit des non-humains, qui permet à la fois une bonne cohabitation avec les vivants sauvages, hein, que ce soit des forêts ou des troupeaux de bisons, je ne sais quoi, et de l'autre côté, des droits qui vont s'appliquer plutôt aux animaux et aux vivants en général, avec qui on cohabite au quotidien. Donc ça va être les animaux domestiques dans la production paysanne, votre chien, etc. Et ces droits donc, qui nous permettent d'encadrer nos liens de façon plus juste, plus éthique, une sorte de nouveau contrat social en fait qu'on passe avec le reste du monde. Et les communalistes considèrent généralement que un citoyen, quelqu'un qui a des droits, un acteur moral,
a aussi le droit à la représentation politique. Hein, c'est un peu toute la source de notre philosophie, c'est qu'on est pour une démocratie directe intégrale. Et ben, on va étendre ce principe-là aux non-humains. Donc, l'idée, ça va être de faire de la représentation, parce qu'on ne peut pas faire participer directement des chiens à des assemblées, malheureusement. Donc, de la représentation politique des non-humains, que ce soit des montagnes, des fleuves, comme c'est déjà pratiqué par certaines communautés autochtones autour du globe, ou des espèces, des populations, comme des meutes de loups, ou même des individus non-humains dans certains collectifs de petite taille. Ces non-humains sont représentés par des groupes d'experts et de citoyens dans des assemblées interespèces, au niveau local comme au niveau confédéral, qui permettent d'organiser le dissensus, si vous voulez, les conflits qu'il peut y avoir entre les humains et les non-humains. Donc c'est un peu une extension de la démocratie communaliste au-delà de nous. Et finalement, on a un principe de biorégionalisme dans la seconde commune, qui est l'idée que la coordination politique